Le courant pour une écologie humaine a pour ambition de prendre soin de toute la personne et de toutes les personnes. Son espérance est de relancer une dynamique vertueuse entre l'humain et son environnement. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau podcast où sont valorisées les initiatives et réflexions qui mènent vers un monde mieux relié et bienveillant. Bonjour Emmanuel Augier, merci de votre présence. Puis-je vous laisser vous présenter en quelques mots ? Je suis agriculteur, j'habite dans le Jura, j'ai une exploitation agricole de 273 hectares et donc je fais la polyculture élevage, je cultive des céréales, des oléagineux et de la luzerne et puis j'ai un petit élevage de genisses charolaises et aubrac pour la vente de viande. Comment vous est venue l'envie de faire de l'agriculture votre métier ? Je suis agriculteur parce que c'est une histoire de famille. Mon grand-père s'était installé en 1930 à Germigné. Il a eu 3 enfants, dont 2 garçons, qui ont aussi attrapé le virus de l'agriculture. Ils ont formé ce qu'on appelle un GAEC ensemble. Et puis moi, je suis arrivé dans notre fête en 1994. Donc c'est une histoire familiale. Pourriez-vous nous raconter votre transition vers l'agriculture biologique ? J'ai démarré mon métier d'agriculteur avec de l'agriculture conventionnelle, donc je faisais ce qu'on appelle de l'agriculture raisonnée. Et puis en 2018, suite à différentes raisons, j'ai voulu changer, prendre une autre direction. Donc j'ai converti toutes les grandes cultures à l'agriculture biologique parce que j'avais l'envie de redémarrer dans ma vie professionnelle, de me lancer dans une nouvelle aventure. J'avais fait le tour de l'agriculture conventionnelle. Quelque part, j'étais dans une phase de ma vie où je perdais la foi en mon métier. Et donc, l'agriculture biologique était un bon moyen pour moi de me relancer. Et c'est une agriculture qui est basée sur la diversité, la vie, et ça m'allait bien. Qu'appelle-t-on l'agriculture raisonnée justement ? Quelles sont les différences avec l'agriculture biologique ? L'agriculture raisonnée, c'est de l'agriculture conventionnelle optimisée, c'est-à-dire qu'on ne met des produits phytosanitaires que dans la mesure où on en a besoin. On raisonne les doses, on adapte tout au plus juste en utilisant les produits phytosanitaires. Et le passage à l'agriculture biologique nous interdit l'utilisation de ces produits phytosanitaires. Et c'est un autre pas par rapport à l'agriculture raisonnée, c'est que là, l'agriculteur se retrouve au même niveau que les éléments de la nature et doit composer avec. Et donc, on est plus en chef d'orchestre, mais on n'est plus dans la maîtrise. C'est-à-dire qu'on est dans l'accompagnement. Et c'est en cela que le pas est fait, c'est qu'on passe de la maîtrise à l'accompagnement. Emmanuel Augier, vous utilisez le terme de conversion pour parler de votre transition à l'agriculture biologique. C'était donc visiblement une expérience assez radicale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sujet ? En fait, ce qui s'est passé dans les grandes étapes de l'histoire de ma ferme, c'est que quand j'ai démarré mon installation, j'avais l'idée de vouloir faire de l'agriculture, mais en gardant du lien, parce que donc pendant mes études agricoles, j'avais une vie étudiante quand même sympathique. Ça faisait drôle de rentrer sur sa ferme, la ferme familiale, et de perdre tous ces liens. Et donc, je m'étais dit, je veux bien faire de l'agriculture, mais avec du lien. Et la vente directe et la transformation à la ferme sont un des meilleurs moyens aujourd'hui sur une ferme de se créer du lien. En plus, j'étais intéressé par tout ce qui était lié à la gastronomie, le produit alimentaire. Et donc, je m'étais dit, je prendrais bien les directions de la transformation à la ferme, des produits alimentaires et de la vente directe. Et ces deux crises qui m'ont poussé à partir dans ces voies-là. La première crise, c'est la crise de la vache folle en 95. Donc, on a eu nos cours de la viande qui ont chuté drastiquement parce que les gens s'étaient détournés de la consommation de viande de peur d'attraper la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et donc, en tant que jeune, j'ai vécu cette crise comme une injustice, comme quelque chose de violent, parce que on n'était pas cause de cette maladie, on n'a jamais donné de farine animale à nos animaux, et pour autant on a payé comme tous les éleveurs de France. Suite à ça, j'ai décidé de reprendre la main. On a diminué le troupeau par 2 en termes d'effectifs, et puis on a créé une salle de découpe à la ferme, et on s'est lancé dans la vente de viande directe sur notre ferme. Ça a été une première étape pour nous préparer à la vente directe, au commercial, au respect des normes sanitaires, parce qu'il faut être très sérieux à ce niveau-là. Et ça nous a préparé à l'étape suivante, en 2005, qui est celle de la création d'une huilerie. Donc, je m'étais installé en 94 et de 94 à 2005, je n'avais connu que des cours du blé qui baissent tous les ans. On savait que notre blé allait être payé moins cher que l'année précédente.
Et donc ça, pareil, en tant que jeune, j'ai vécu ça comme une violence, comme une injustice. J'ai eu à nouveau envie de reprendre la main. Et le hasard a voulu que je voyage dans l'ouest de la France et j'étais rentré dans un magasin de producteurs. C'était un des premiers à l'époque. Et dans ce magasin, j'ai trouvé une bouteille d'huile de tournesol marquée produite à la ferme. Et j'ai acheté par curiosité. Je suis revenu à Germigny chez moi. Je l'ai goûté et c'était une découverte pour moi. J'ai découvert le vrai goût du tournesol parce que c'était une première pression à froid. J'étais producteur des graines de tournesol déjà qui partaient à notre coopérative et je me suis dit peut-être quelque chose à faire. À l'époque, 5-6 agriculteurs transformaient de l'huile à la ferme. Un m'a ouvert ses portes, m'a gentiment expliqué les b.a.-ba du process, de la production. Et rebelote, donc j'ai à nouveau plongé dans la piscine et on a investi dans une première huilerie. Et le 6 janvier 2006 sont sorties les premières bouteilles de l'huilerie de Germigny, donc de l'huile première pression à froid. On a développé la production, mais aussi le commerce. On a travaillé avec 150 petits magasins qui nous revendaient notre huile, surtout des fruitières à Comté. On est dans la région du Comté. Et puis arrive 2015 et en 2015, on commençait à rencontrer des clients sur les marchés dans lesquels on allait s'installer qui nous demandaient est-ce que votre huile est bio? On essayait de répondre en disant qu'on faisait de l'agriculture raisonnée. Et pour autant, ces clients-là passaient devant notre stand sans acheter notre huile, parce qu'ils voulaient vraiment du bio. Et au même moment, je commençais à perdre de la foi dans mon métier parce que j'avais fait le tour de la question au niveau agricole, au niveau de l'utilisation des produits phytosanitaires, et je n'avais plus de matière à travailler. Et puis, on commençait à avoir moins d'oiseaux, moins d'insectes, donc des signes qui nous faisaient dire que peut-être on était à la fin d'une époque, que c'était le moment de changer. Et donc, le 10 mai 2018, j'ai signé pour l'ensemble de nos grandes cultures le passage à l'agriculture biologique de notre ferme. J'ai tout modifié au niveau technique sur mon exploitation. On est passé d'une rotation de 4 ans à 7 ans en introduisant de la luzerne, en introduisant du triticale-pois, du métail. Au lieu de désherber les intercultures avec du glyphosate, on a tout changé notre système et on a semé des couverts végétaux pour enrichir en matière organique nos sols, pour lutter contre certaines mauvaises herbes, parce que ces couverts végétaux sécrètent des toxines dans le sol qui empêchent certaines mauvaises herbes de germer. Et puis, ça a fertilisé nos sols, puisque ces couverts végétaux viennent enrichir en matière organique le sol. Et puis, il y avait un dernier point que je n'avais pas du tout intégré, c'était le sujet de la biodiversité. Et c'est un accident qui m'a fait rappeler que cette biodiversité existait et il fallait qu'en tant qu'agriculteur, on s'en occupe. C'est en 2020, on a eu une grosse attaque d'un insecte qui s'appelle l'altise. C'est un insecte avec lequel on vivait toujours de manière pacifique. Il nous faisait un petit peu de dégâts, mais ça restait raisonnable. Et là, ça a dépassé les bornes puisqu'elle a détruit la totalité de ma culture. C'est un insecte qui pond ses larves dans le cœur du colza. Et les larves ensuite viennent détruire le bourgeon du colza. Et avec le gel, le colza est détruit. Et donc, j'ai étudié la question et je me suis aperçu en discutant avec des chercheurs de l'INRA, entre autres, que cette altise, elle a un prédateur, c'est une microguêpe, et que cette microguêpe vient pondre ses larves dans les larves de l'altise, et donc vient l'attaquer. Et dans un écosystème qui fonctionne bien, où tout est à sa place, les larves d'altise sont détruites à 90% par cette microguêpe. Donc les chercheurs ont été un petit peu sillonner les différentes plaines céréalières de France. Ils se sont aperçus que le taux de parasitage de 90% était passé de 30 à 40%. Et en fait, cette microguêpe, elle est en train de disparaître du paysage parce qu'elle est plus sensible que l'altise elle-même aux insecticides. Donc, en luttant contre les altises, c'est un cercle vicieux, on lutte aussi contre la microguêpe. Et puis, en ayant remembré, arraché les haies, supprimé les zones sauvages, tout cultivé, on a supprimé ces lieux de vie, ces lieux où elle se reproduit, où elle se loge. C'est un cas d'école de ce qu'on appelle la chute de la biodiversité. Et donc, j'ai décidé de travailler avec les moyens qui étaient les miens en agriculture biologique. Donc, depuis 3 ans, et sur un programme de 7 ans, je replante 1,5 km de haies par an, tous les hivers. Et dans ces haies, il y a des espèces qui sont censées nourrir la microguêpe. Et tous les 50 mètres, je sème une bande fleurie de fleurs sauvages, 8 espèces. Et dedans, il y a quelques espèces qui sont aussi censées nourrir la microguêpe. Et pourquoi tous les 50 mètres? Parce que les chercheurs ont trouvé que la microguêpe, du lieu où elle vit, elle est capable de faire 25 mètres pour aller coloniser le champ cultivé et travailler sur les ravageurs de ce champ dans ces premiers 25 mètres. Et donc, tous les 25 mètres, on a au moins une bande ou une haie qui fait que le champ est couvert par l'insecte. Le dernier volet de ma conversion est en cours de route. Donc, c'est plantation de haies.
baies et de fleurs. Et donc là, j'ai travaillé sur la rotation, j'ai travaillé sur les couverts végétaux, sur la fertilisation avec l'introduction de ma luzerne, et donc en ce moment avec les haies. Et je crois avoir fait le tour. Ce qui est important pour moi, c'est de dire que l'agroécologie, c'est quelque chose de multifactoriel. Si on ne change qu'une variable, c'est pour ça que j'ai du mal à concevoir qu'elle puisse être totalement efficace en système conventionnel, c'est que si on change une seule variable, on n'est pas sûr de réussir parce que c'est multifactoriel. Et donc, il faut tout changer. Il faut en quelque sorte être, c'est un mauvais terme qui est souvent mal utilisé, il faut être radical, renverser la table pour essayer de se donner toutes les chances de réussir et d'essayer à ce que la soupe, entre guillemets, prenne. Avez-vous été aidé justement pour assurer cette transition multifactorielle vers l'agriculture biologique ? Les plantations, je ne fais pas ça tout seul. J'ai été aidé par une association qui s'appelle Jura Nature Environnement, qui a pris à bras-le-corps le dossier de plantation des haies sur le département. Je me suis fait aider aussi par la Chambre d'agriculture, qui alloue un technicien pour poursuivre la flore de mes bandes fleuries. Et puis aussi la Fédération de chasse, avec une technicienne qui est spécialisée en biodiversité. Et donc, cette même technicienne, elle a bâti un protocole pour essayer de repérer les insectes qui étaient dans les bandes fleuries. On s'est aperçu que ça attirait beaucoup d'insectes, différents insectes, des cirfes, des chrysopes, des coccinelles, des papillons, des araignées, des carabes, enfin toute une litanie. Et on a repéré cet automne la microguêpe. Elle a été détectée en quantité quand même assez importante. Et donc, ça nous donne de l'espoir pour dire que peut-être les choses sont en train de se mettre en place et que la régulation naturelle entre insectes va se jouer, quoi. Ce qu'on est en train de remarquer aussi, c'est que la vie des insectes est en train de repartir avec toutes ces populations qui se développent sur les bandes fleuries. Mais aussi, on a une petite faune qui est en train de se mettre en place. Et puis, je travaille aussi avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Paul qui est en train de décliner un protocole de suivi des oiseaux dans la petite plaine où on replante. Il a fait un état des lieux avant plantation, avant toute transformation, et il est en train de dérouler son programme sur 4 points d'écoute, de repérer les oiseaux qui y vivent. Et là, cet automne, on a trouvé une bande de busards Saint-Martin, apparemment des rapaces assez rares, et puis des hiboux des marais. On a l'impression que la vie repart, que la vie à nouveau prodigue. Ça donne pas mal de joie, quoi. Cela fait donc 3 ans que vous travaillez à la transition biologique de votre exploitation. Quel est votre ressenti vis-à-vis de cette transformation aujourd'hui ? Le ressenti de ces 3 années ou ces 5 années maintenant de passage à l'agriculture biologique, je crois qu'avec ce passage, j'ai jamais pris autant de risques dans ma vie professionnelle, aussi bien de risques techniques que de risques financiers. Et pour autant, je me suis jamais senti aussi serein au fond de moi. Je peux dire que ça aide à vivre ces grandes transformations. C'est pas neutre, c'est ce qui nous accompagne, quoi, et ce qui nous permet d'aller au bout. Merci beaucoup, Emmanuel Augier, d'avoir partagé avec nous votre parcours de vie. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point chacune des crises que vous avez traversées vous ont donné le feu pour lancer de nouveaux projets et puis avancer vers ce qui vous redonnait de la paix et de la joie. Votre témoignage est une belle source d'espérance pour tous ceux qui souhaitent œuvrer à rétablir un bel équilibre de vie dans leurs écosystèmes. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouveau podcast inspirant. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, c'est sur www.écologiehumaine.eu. À bientôt!